Nous reprenons les travaux de notre journée. Encore une fois, tout à fait passionnante et bravo à nos organisateurs scientifiques, Frédéric Laurie et Nicolas Courtier. Donc, nous poursuivons cet après-midi avec deux interlocuteurs principalement. Je commence par présenter donc Bernard Lamont, qui va nous parler de l'importance de la législation et des juridictions européennes en droit du logiciel. Donc, Bernard est un ancien membre enfin, est un ancien au sens vieux membre de l'AFDIT, un peu comme nous. Il a été dans le conseil d'administration. Sa spécialité, c'est vraiment le droit du numérique. Son cabinet s'appelle Le Nouveau Monde. Il est extrêmement actif dans tout ce qui est effectivement le droit du logiciel. Je vous invite à lire ses articles qui sont enrichissants. Il a aussi travaillé beaucoup pour la profession d'avocat en coécrivant le rapport sur le futur de la profession d'avocat et notamment sur la dimension des nouvelles technologies. Donc, merci Bernard d'être avec nous. Tu as la parole sur ton sujet. Alors, je démarre le chrono. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis déjà venu dans cette salle, effectivement, il y a quelques années pour présenter ce rapport sur le futur de la profession d'avocat, mais merci aux organisateurs, notamment Nicolas, et à tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement de la journée. Je voudrais vous dire que à midi, nous sommes allés déjeuner et je me suis absenté avant le dessert pour pouvoir faire une dernière révision de la présentation. Donc je suis rentré à l'hôtel et évidemment j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire que je me suis allongé pour faire une micro-sieste. Et je vous annonce un twist final tout à fait exceptionnel, puisqu'à 13h32, j'ai reçu un mail qui change toute ma présentation. Il faut faire preuve d'adaptation dans ce métier, mais là, c'est quand même particulier. Donc Nicolas m'a demandé de traiter le sujet qu'il a rédigé sur l'importance de la jurisprudence et de la réglementation européenne du logiciel. Et comme disait Bossuet, moi j'ai manqué de temps pour faire bref. J'ai 22 diapositives, je vais essayer d'aller plus vite sur les premières. Je me suis renseigné auprès de vous. Théoriquement, vous avez déjà un bon socle en droit de la propriété intellectuelle, donc je vais passer toute l'introduction rapidement. Et pour construire une introduction, il faut revenir aux fondamentaux, les 7 phrases, vous savez, la phrase d'accroche, l'intérêt du sujet, l'annonce, etc. Donc la phrase d'accroche, c'est Software is eating the world. Le logiciel mange le monde. Le logiciel, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la mort, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'autour de nous, quoi qu'on fasse, nous avons du logiciel autour de nous. Si ça, c'est diffusé devant vous, c'est du logiciel. Si ce micro fonctionne, c'est du logiciel. Si vous êtes venu ce matin avec Waze, c'est du logiciel. Si vous êtes venu par le train, vous avez utilisé SNCF Connect, etc., etc. Voilà, c'est donc un sujet un peu important. Ça concerne aussi l'amour, Grindr, Tinder, etc. Ça concerne aussi la guerre. Vous allez nous en parler, Amiral. Et quand on annonce un sujet, on doit dépioter le sujet. Donc l'importance, oui, peut-être. Peut-être que c'est relatif comme importance. De la législation, donc vous avez vu qu'en Europe, on a des directives et des règlements. On a essayé les directives en matière de numérique. Les Irlandais ont résisté, donc on est passé au règlement. Je parle, moi, de manière cash. La jurisprudence européenne, on va voir, elle n'est pas très très importante, mais qu'elle soit européenne ou française, elle n'est pas très fournie. Et quant au logiciel, bien malin celui qui sait le définir, il n'y a pas de définition légale. En général, c'est comme le porno vu par un juge de la Cour suprême des États-Unis. Je ne sais pas le définir, mais je sais le reconnaître quand je l'ai devant moi. Donc un logiciel, c'est parfois un système de traitement automatisé de données, c'est dans le code pénal. Mais voilà. On continue l'introduction classique, une approche historique. Au début, il n'y avait rien que l'objet technique. Dans les années 1970, on a dit le logiciel ne peut pas être protégé par le brevet. C'est écrit dans une convention européenne. Donc dans les années 80, on a dit donc on va protéger le logiciel par du droit d'auteur, bien sûr, sauf que le brevet est revenu par la fenêtre dans la jurisprudence de l'Office européen des brevets. Et puis depuis les années 1990, progressivement, on a des décisions, un peu des décisions européennes, CJE, pas beaucoup de décisions françaises. Et tout ça nous amène dans un flou quand même. Et j'annonce le twist final. Normalement, le soleil
s'est levé à 13h32. Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui. Bon, les intérêts en présence, l'industrie informatique, ça représente beaucoup d'argent. Le logiciel, ça nous contrôle, ça nous aide, mais ça nous contrôle beaucoup, on en a parlé ce matin. Et donc la problématique, il suffit de retourner, y a-t-il véritablement une conception européenne du droit du logiciel, et cette conception prévaut-elle? C'est-à-dire, est-ce que c'est celle-là qui gagne ou est-ce qu'elle perd? Donc j'annonce mon plan. Premièrement, le logiciel dans la propriété intellectuelle, ça va aller vite. Ensuite, il y a eu un choix politique. On va parler un peu de brevets logiciels, pas beaucoup. Il n'y a pas grand à en dire. Je vais vous parler de la jurisprudence CJUE. Alors, la présentation sera à votre disposition. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre des notes, le cas échéant, de noter des questions, parce que j'en soulève plus que je n'en résous. Et puis ensuite, je vous parlerai du sujet, à mon avis, essentiel pour que le droit du logiciel existe. C'est la question de l'originalité du logiciel, mais je vais vous expliquer pourquoi. On va passer en revue les premières décisions. Je vais vous expliquer que la tendance depuis 10 ans est illisible, mais que le soleil s'est levé au sud et non pas à l'est, ce qui veut dire qu'il est probable que le problème soit aujourd'hui en phase de résolution. Pour une fois qu'un juriste arrive devant vous avec la réponse à un problème, c'est quand même pas mal. Alors, j'ai un schéma qui est extrait de mon bouquin, mais qui est illisible à distance, c'est-à-dire qu'au-delà du premier rang, vous ne voyez pas, mais on a la face de gauche qui est la propriété littéraire artistique, le droit d'auteur, la face de droite, la propriété industrielle, et le logiciel, on l'a mis à gauche. Mais vous avez une courbe qui indique que parfois c'est protégé par brevet. Pas directement, mais voilà. Le seul problème, c'est que quand on a mis le pied du logiciel dans la chaussure du droit d'auteur, ça a fait mal et ça n'a pas très très bien fonctionné. Je vais vous expliquer pourquoi. Au début, dans les années 70, en Europe et aussi aux États-Unis, ça c'est surprenant, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, on a dit non, pas de protection du logiciel par le brevet. C'est la Convention de Munich. Donc le logiciel en tant que tel, as is dans la version anglaise, n'est pas protégé par le droit du brevet. Et on a affirmé ce principe par la loi française de 1985, suivie immédiatement par 4 arrêts d'assemblée plénière de la Cour de cassation, excusez du peu, les arrêts, on va dire, Pacho Babola. La seule chose, c'est que ça a été suivi par une directive de 91 qui a été modifiée en 2009. La directive sur le droit du logiciel est une directive remarquable. Elle est brève, simple et compréhensible. C'est-à-dire tout l'inverse des textes européens d'aujourd'hui, si je peux rebondir sur ce qui a été évoqué ce matin. Néanmoins, la nature ayant horreur du vide et l'industrie adorant le brevet, on a quand même du brevet logiciel, c'est-à-dire du brevet sur des inventions mises en œuvre par ordinateur. Et l'Office européen des brevets, qui est situé à Munich, a progressivement délivré des brevets sur des inventions mises en œuvre par ordinateur, c'est-à-dire, pour parler vite, des brevets logiciels. Aujourd'hui, on a atteint la chose importante, c'est qu'on a même une juridiction spécialisée dans le domaine en matière de brevets. Mais le paradoxe, c'est que tout ça, ce n'est pas du droit européen. C'est pour ça que je ne le traite pas. C'est aussi parce que je n'y connais rien. Mais ce n'est pas du droit européen dans le sens où ce sont des conventions, mais qui sont à côté des institutions européennes. En 2008, on a voulu, dans les institutions européennes, réglementer les brevets logiciels. Il y a eu une intense bataille de lobbying et les institutions européennes ont abandonné, ce qui fait que le brevet logiciel est réglementé par une convention. Tous les États de l'Union européenne en sont signataires, mais une convention qui est à côté, des institutions qui sont à côté, et à la fin, ce n'est pas une juridiction qui tranche, je vous le dis, c'est la chambre de recours de l'Office européen des brevets, et pour être élégant, pour être courtois, c'est assez dysfonctionnel. Mais bon, ça a sa logique propre, passons. En revanche, dans le droit d'auteur, le logiciel a été pris par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et j'ai fait la liste de toutes les décisions qui ont été rendues par la Cour de justice de l'Union européenne sur le droit du logiciel. Et encore la première, Infopac, ça n'était pas tout à fait du logiciel. J'attire votre attention sur un point absolument essentiel. La CJUE sort chaque année environ 500 décisions. Et depuis
60 ou 70 ans que la CJUE existe, elle a sorti en tout et pour tout 6 décisions en matière de droit du logiciel. C'est vous dire que la jurisprudence est peu importante. C'est tellement intéressant qu'il faut absolument que tout le monde regarde la présentation. Je vous ai fait la liste, vous pourrez aller voir dans un moteur de recherche, le moteur Curia, qui est assez efficace. On a eu une première décision en 2010 qui dit que l'IHM, c'est-à-dire les écrans, c'est protégé par le droit d'auteur, mais pas le droit d'auteur du logiciel. On a eu une décision SAS Institute qui dit les fonctionnalités ne sont pas protégées par le droit d'auteur. On a eu la fameuse décision Usoft GmbH de 2012. Et puis une décision assez extraordinaire de 2013 où la commission était attaquée par un contractant, Sistran, qui vendait un logiciel de traduction automatique. J'ai eu l'honneur d'aller à Luxembourg pour ne pas plaider l'affaire IT Development. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis en 2021, il y a eu une décision Top System. Donc très peu de décisions en Europe, y compris et aussi en France. Il y a très peu de décisions en droit du logiciel. Ce que j'ai pu voir à Luxembourg, c'est que c'est une matière pour laquelle les magistrats n'ont pas beaucoup d'appétence. Je le dis délicatement. Pas beaucoup de décisions, et ça n'est pas quelque chose qui est le droit du logiciel très apprécié de manière générale. Par exemple, moi dans mon dossier, alors que c'était la 5e affaire en droit du logiciel, le président de la Cour a considéré que l'affaire n'était pas assez importante pour mériter une plaidoirie, ne serait-ce que d'un quart d'heure. Je suis allé à Luxembourg pour assister à une audience où je n'ai pas eu le droit de plaider, c'est comme ça. Alors, la réglementation du logiciel est-elle efficace? Bon, elle est de toute façon, c'est du droit d'auteur, mais un peu twisté, un peu modifié. Pour que le droit d'auteur sur le logiciel soit reconnu, c'est comme sur une photographie, c'est comme pour une œuvre cinématographique. La seule condition, c'est l'originalité. Mais l'originalité en matière de logiciel, je vais vous en parler, c'est quand même particulier. En revanche, il y a vraiment une exception sur l'attribution des droits, c'est-à-dire que comme l'informatique est une industrie importante, tous les logiciels, les droits patrimoniaux sur les logiciels développés par les salariés appartiennent à l'employeur, c'est l'inverse en droit d'auteur classique. Et puis la définition des droits, notamment des droits patrimoniaux, ce ne sont pas le droit de reproduction et de représentation, mais les 3 droits qui sont prévus à L122.6. Quand je suis auteur d'un logiciel, j'ai le droit d'autoriser ou d'interdire la copie, la modification et la vente du logiciel. Alors pourquoi focaliser sur l'originalité du logiciel? Eh bien écoutez, c'est très simple. Pour qu'un droit existe, il faut qu'il soit effectif. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la CEDH, de toutes les cours suprêmes le dit, un droit sans effectivité, sans possibilité d'aller devant un tribunal pour obtenir la condamnation de mon voisin qui ne le respecte pas, n'est pas un droit. C'est de la soft law, c'est du droit mou, c'est de la pétition de principe, c'est un grand principe. Pour que ça marche, il faut obtenir la condamnation. Si Nicolas copie mon logiciel sans mon autorisation et que je ne peux pas lui faire un procès, c'est comme si je n'avais pas de droit sur le logiciel. C'est un droit purement théorique. Alors concrètement, regardons, est-ce qu'il y a dans ce domaine the teeth of the law? Les Américains disent ça, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un recours effectif, nous dit la CEDH, devant une juridiction. Au début, les choses étaient très simples. En 1986, la Cour de cassation a rendu 4 arrêts en assemblée plénière. Alors, si vous regardez le site internet de la Cour de cassation, vous savez que les arrêts d'assemblée plénière sont rares, et 4 arrêts d'un coup, c'est rarissime. Donc la Cour de cassation a établi une jurisprudence claire. On dit souvent que ce sont les arrêts Pachot-Babola, en fait il y a Williams, Atari, etc. Mais le principe est simple, l'originalité du logiciel, c'est une exigence faible, c'est une approche plutôt objective. En gros, si tu as travaillé et que ton logiciel est un peu différent de celui des autres, il est protégé. Alors, formulé, c'est un effort personnalisé qui va au-delà d'une logique automatique et contraignante et qui se matérialise dans une structure individualisée. Tout logiciel fait par quelqu'un pendant une semaine répond à ces conditions. Je l'ai relaté à midi, j'ai redoublé ma première parce que j'ai programmé un logiciel qui conjuguait tous les verbes en espagnol. D'accord ?
au bout d'une semaine, je remplissais ces conditions-là. Et ça, j'en suis vraiment absolument convaincu, expérience aidant, parce que beaucoup de gens parlent de droit du logiciel sans rien savoir, de manière purement théorique. Et donc, entre la thèse objective et l'approche subjective du droit d'auteur, l'approche subjective, vous savez, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur, avec des grandes théories, et l'approche objective qui est « il a bossé », ce que les Américains appellent « the sweat of the brow », la goutte de sueur dans le sourcil, c'est vraiment l'approche objective qui a été privilégiée en 1986. Ça a été appliqué, par exemple, en 2011, où on est même allé jusqu'à dire oh, écoutez, il y a nécessairement originalité, puisque le logiciel a été copié, mais dans un langage différent, donc il y a originalité. C'était motivé assez rapidement. Et puis, depuis 10 ans, on a un drame absolu qui est une tendance très exigeante de la part de beaucoup de juridictions, ce qui fait que quand on fait un procès en contrefaçon, même contre le méchant copieur Nicolas Courtier, je reprends l'exemple, hypothèse d'école, on perd. Alors on perd parfois parce que l'arrêt est mal motivé. Donc en 2012, il y a un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a été censuré, mais pour défaut de motivation. Bon, sur l'originalité. Et puis en 2008, là aussi, la chambre criminelle de la Cour de cassation, puisque la contrefaçon délit civil et pénal, défaut de motivation. Et franchement, depuis 2015-2017, un vent mauvais souffle sur le droit du logiciel. Alors, je le sais, ça a piqué, j'en ai été victime. Je vous cite un arrêt du 5 mai 2017, c'est moi qui l'ai plaidé. La Cour d'appel de Paris dit démonstration inintéressante, vous ne faites pas preuve de l'effort créatif de l'auteur du logiciel. Et donc, mon client, dont le logiciel avait été copié intégralement, la sanction est redoutable. Vous ne pouvez pas jouer le match. On est à Marseille, hein, ici c'est Marseille bébé, vous ne rentrez pas sur le terrain pour faire les 90 minutes. On vous arrête au tout début en disant non, ton logiciel n'est pas original. Donc, ne nous dis pas que Nicolas Courtier l'a copié, ne nous dis pas que tu as subi des dommages et intérêts, c'est fini. Et à la même époque, on a une autre tendance de la jurisprudence pour arrêter le match avant de le jouer, c'est la question de la recevabilité. C'est pour ça que je suis allé à Luxembourg. La majorité des procès en contrefaçon se font alors qu'il y a des relations contractuelles entre les parties. La contrefaçon de logiciel, parfois on dit oui, c'est un pirate comme ça qui copie par hasard. C'est faux. Dans la plupart des cas, il y a eu des relations contractuelles. On s'est aimé, on s'est quitté, il a copié mon logiciel. Je poursuis l'analogie, je la file. Et dans ces cas-là, la jurisprudence française était hyper sévère. Elle disait, puisque vous avez eu un contrat, votre action a un fondement contractuel, la contrefaçon c'est délictuel, tu choisis ton camp camarade depuis la fin du 19e siècle, c'est soit une action délictuelle, soit une action contractuelle, donc ton action en contrefaçon est irrecevable. Et il a fallu que j'aille jusqu'à Luxembourg pour dire que même en présence, pour faire juger, que même en présence d'un contrat entre les parties, on peut faire un procès en contrefaçon. Donc on avait deux obstacles d'irriment, celui-là a été résolu à Luxembourg, il y a une petite résistance du tribunal de Paris, mais la Cour d'appel de Paris y a mis bon ordre, et puis on a ce problème depuis 10 ans, avec notamment un jugement du tribunal de Bordeaux, que vous pourrez lire, il y a des liens hypertextes, c'était absolument hallucinant, 80 années hommes. Alors l'unité de mesure, c'est très macho, mais c'est le jour homme, le jour personne. 80 années hommes, rendez-vous compte, c'est comme si vous mettiez 20 ingénieurs dans une pièce pendant 4 ans. Et à la fin, le tribunal dit, pas original, vous avez utilisé un langage de programmation particulier. Oui, non, mais ça, c'est du brevet, c'est de la nouveauté. Il y a un rapport d'expertise amiable. Oui, mais non, non. Donc, une tendance très, très stricte. Et finalement, en appliquant cette jurisprudence, on arrive à la sanction qui est très claire, c'est la disparition du droit d'auteur du logiciel dans l'ordonnancement juridique, puisque jamais on ne peut prouver l'originalité du logiciel. Et donc, les praticiens en la matière ont véritablement parcouru la courbe du deuil. Vous connaissez les 5 étapes. La première étape, c'est le déni. Enfin, Bernard, ça va pas? Eh si, la jurisprudence est très sévère. La deuxième étape, c'est la colère. Donc, en général, blame the others. Les juges n'y comprennent rien, les clients sont stupides, l'autre avocat était malhonnête, etc.
Il y a un point qui n'est pas politiquement correct, mais qui est de dire qu'on a affaire à des juges super spécialisés, mais qui 99 fois sur 100 jugent du droit d'auteur hyper classique. Donc les tableaux qui sont ici sont-ils originaux, les photos que vous avez réalisées, l'œuvre littéraire, etc. Et une fois sur 100 ou sur 200, on arrive avec du logiciel. L'approche subjective, classique, personnaliste du génie français est appliquée dans 99 cas sur 100. Et une fois sur 100, il faut arriver et remonter le courant en disant mais n'appliquez pas exactement le même critère. Il y a aussi l'argument de la gestion des flux, c'est-à-dire que c'est plus facile de rédiger 2 pages de décision pour dire le logiciel n'est pas original et de débouter que d'en rédiger 20 pour condamner. Voilà. La 3e étape du deuil, c'est le marchandage. Donc on s'envoie des lettres recommandées et on transige. C'est souvent comme ça que ça se passe au plan pratique. La 4e étape, c'est la dépression. C'est ce qui était à partir du jour où Nicolas Courtier m'a confié le sujet, parce que j'étais vraiment un peu paniqué. Et la 5e étape, c'était l'acceptation. Et dès 1991, on a même un professeur qui écrivait que le logiciel est aussi à l'aise avec le droit d'auteur qu'une poule qui a trouvé un couteau. C'est-à-dire que c'est vraiment juridiquement, intellectuellement, probablement pas le bon outil. Je suis en désaccord, je pense qu'on peut y arriver. Alors, comment on résout le problème? Il y a des gens qui ont essayé, et depuis 2 ans, parce que ce problème de l'obstacle de l'originalité, il se pose pour toutes les œuvres, notamment le logiciel. On a eu notamment un rapport du CSPLA, le Conseil supérieur de la PLA, qui a traité sur 100 pages le problème de l'originalité, dont 2 pages sur l'originalité du logiciel. Encore une fois, hein, c'est la proportion. Et qui dit on va tout résoudre en présumant l'originalité. Donc vous faites une photographie, c'est présumé être original, c'est à l'autre de détruire l'originalité. Ça ne résoudra rien, c'est ma conviction. Mais enfin, le lobbying a fonctionné, puisqu'on a une proposition de loi sénatoriale qui a été publiée cet été, qui aboutira ou pas. Mais de toute façon, judiciairement devant les tribunaux, je ne vois pas ce que ça peut résoudre. Alors certains ont dit, c'est compliqué, c'est technique, les avocats n'y comprennent rien, les juges non plus. Eh ben, appelons nos amis les experts. Parce que les experts, ils sont experts. Ouais. Alors, quand un expert tranche un sujet juridique devant un magistrat, c'est très simple, son rapport d'expertise est mis à la poubelle. Parce qu'il est interdit à un expert judiciaire de porter une appréciation d'ordre juridique, d'abord, 238 du Code de procédure civile, et deuxièmement, parce qu'un juge déteste qu'on lui dise ce qu'il doit écrire. Donc, dans l'affaire Linagora, il y a un rapport d'expertise judiciaire où l'expert dit c'est vachement original parce que 20 pages et le tribunal détruit tout en un paragraphe. L'expertise, ça ne marche pas. C'est ma conviction. Hein, en tout cas, je l'ai jamais vu bien fonctionner. Et le soleil se lève au sud. Ici, c'est Marseille. Il y a une très bonne décision qui a été rendue par le tribunal de Marseille à la suite de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une affaire Générix où enfin on a adopté l'approche objective, avec le tribunal qui retient à la suite de la cour d'appel 6 ou 7 éléments de choix, parce que l'originalité, c'est faire la démonstration que je n'ai pas résolu le problème de la même façon que mon voisin, finalement. Oui, on peut parler de l'empreinte de la personnalité de manière extrêmement psychologique, je me moque, mais à la fin des fins, lorsque vous allumez votre ordinateur et que vous décidez de coder en COBOL, c'est pas la même chose que si vous le faites en Python, en C++ ou en C#. C'est un premier choix. Le deuxième choix, c'est quels sont les scénarios. Alors, il y a certains puristes qui vous disent non, mais ça c'est de l'inventivité, de la nouveauté, du brevet. Non, ce sont des véritables choix. Et puis on choisit les variables, et puis on choisit des règles de l'algorithmique, avec notamment, parce que c'était un logiciel de logistique, les règles LIFO ou FIFO, first in, first out, ou pas. Ensuite, le tribunal de Marseille avait dit il y a une API, c'est-à-dire une interface d'échange de données, hyper originale, très efficace et qui a du succès commercial. Enfin, l'éditeur a développé un atelier de génie logiciel, c'est-à-dire qu'il a développé un logiciel pour faire une sorte de logiciel. Et puis, il a choisi une interface homme-machine qui n'est pas la même que celle de ses voisins, très objectivement. Et enfin, il a fait une version simplifiée du logiciel pour pouvoir l'embarquer sur des clients légers ou sur des outils Linux. À la fin des fins, ça devrait être suffisant pour prouver l'originalité. Mais il y a une sacrée résistance, parce que les puristes disent l'originalité, c'est pas la nouveauté.
Le succès commercial, ça n'est pas l'originalité. L'investissement, le fait d'avoir sué 100 EO, ce n'est pas de l'originalité. J'ai quasiment fini ma proposition, ma présentation, parce que j'allais terminer sur un balancement circonspect. Vous n'avez pas fait Sciences Po, balancement circonspect, c'est peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est-à-dire qu'il y a une bonne décision à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, tribunal de Marseille, mais enfin bon, c'est quand même problématique. Est-ce que cette approche objective, qui va permettre au droit du logiciel, au droit d'auteur du logiciel de vivre, va prévaloir? Et j'en restais là jusqu'à 13h32 aujourd'hui. Car à 13h32, un confrère m'a adressé une décision, et puisqu'on est dans la ville du football, j'ai la tentation de répéter les célèbres mots du philosophe postmoderne Thierry Roland après la finale de la Coupe du Monde de 1998. Putain, après ça, on peut mourir, mais pas tout de suite. Parce que la Cour d'appel de Paris vient de se rendre quand même à la raison en rendant un développement, en rendant une décision datée d'aujourd'hui, donc c'est tout chaud, tout neuf, et elle adopte une approche objective. Sont ainsi établis par la société, c'était lundi matin contre la Poste, les choix auxquels elle a procédé, etc., etc. Il y a des choix, ce sont des choix qui justifient de l'originalité. Ce qui fait que, au final, et je boucle sur le sujet bien délicat que me proposait Nicolas en ne respectant, si à peu près, l'horaire, finalement, la directive de 91, elle est suivie des faits, et c'est l'approche objective qui doit être privilégiée, car la directive de 91 dit un programme, un logiciel est protégé s'il est original, virgule, en ce sens qu'il est la créa intellectuelle propre à son auteur, aucun autre critère ne doit être appliqué. Si le droit européen doit prévaloir, la jurisprudence d'abord de Marseille et ensuite de Paris, qui s'est rendue à la raison, devrait normalement s'appliquer dans le futur pour le meilleur du droit du logiciel qui va enfin exister judiciairement après 10 années de déshérence qu'on peut regretter. Merci beaucoup.